Bien. Prendre place et on va demander au Benjamin de l'Assemblée de bien vouloir faire l'appel. Merci. Merci, monsieur le maire. Dallier Philippe. Présent. Anachkov Yvon. Présent. Popi Katia. Sujol Marc. Gartner Annick. Sarda Patrick. Reynaud Françoise. Carbonel Serge. Simonet Geneviève. Assayac Sabrina. Simonin Jackie. Trottet Chantal. Edinja Marc, absent excusé. Mandat, monsieur Nonot Johan. Nonot Johan. Diallo Mamadou Massinanké, présent. Lepage Anne-Marie. Thérèse Ouette. Bergeau Martine, absente excusée. Mandat, monsieur Sujol Marc. Slonsky Brigitte. Corne Patricia. Martin Nicolas. Chabot Patricia. Conabadi Xavier. Pruniot Mélanie, absente excusée. Mandat, madame Laudouette Catherine. Laudouette Catherine. Medzi Anissa. Jinja Cédric, absent excusé. Mandat, monsieur Sarla Patrick. Canès Kamel, absent excusé. Mandat, madame Medzi Anissa. Guidoua Astrid, absente excusé. Mandat, monsieur Simonin Jackie. Petrella, pardonnez-moi. Deslandes Lionel, absent excusé. Mandat, madame Gartner Annick. Petrella Julie. Denis Bernard. Schleck Jean-François. Calizir Sandrine, absente excusée. Mandat, monsieur Denis Bernard. Le Bargeny. C'est terminé, monsieur le maire. Merci. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Alors avant de passer à l'ordre du jour, je vais peut-être vous donner 2-3 nouvelles de dossiers qui pourraient certainement vous intéresser. Je prendrai peut-être l'habitude de le faire au début de chaque séance du conseil municipal, lorsque bien sûr il y a des choses à dire. On ne va pas consacrer du temps à des dossiers sur lesquels il n'y aurait pas d'actualité. Alors, la salle Mozart, tout d'abord. Nous avons enfin pu assister à la réunion organisée au mois de septembre par l'expert judiciaire. Bon, je ne reviens pas sur le passé. L'expert judiciaire, cette fois-ci, en présence de toutes les parties prenantes, y compris celles qui sont venues se raccrocher au dossier, notamment les bureaux d'études qui ont calculé la puissance de l'extracteur d'air, l'entreprise qui a fait les travaux et son bureau de contrôle, donc tous les autres déjà précédemment convoqués étaient présents. Et donc une nouvelle réunion s'est tenue tout d'abord sur place, puis ici en mairie. Et pour l'expert, les choses sont claires. La responsabilité de l'entreprise est claire et nette. La manière dont les choses se sont passées ne pose pas, de son point de vue, de problème. Et il nous a dit que nous devrions recevoir le rapport définitif d'ici la mi-décembre. Mais dans cette attente, il nous a écrit pour nous autoriser à déblayer le chantier, ce qui permettra une dernière visite, puisque les assureurs, même si à la date où je vous parle, ils continuent à dire qu'ils ne couvriront pas le sinistre, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de l'entreprise, pour autant, les assureurs veulent constater de visu dans quel état est le parquet après que nous ayons effectivement évacué les gravats. Alors, pour évacuer les gravats, bien évidemment, il va falloir lancer une petite procédure pour nous permettre d'être conformes au Code des marchés publics, mais les choses devraient aller relativement vite. Et donc, dès que la salle sera nettoyée, une nouvelle réunion sera organisée, et uniquement après, peut-être un peu avant, avec l'autorisation de l'expert, nous pourrons lancer l'appel d'offres pour faire les travaux de remise en état. Ce qui me laisse penser aujourd'hui que, en tout état de cause, avant l'été prochain, la salle pourrait être à nouveau disponible. Tout ceci ne préjuge en rien de la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire, puisque je pense qu'ensuite les assureurs se prononceront de manière définitive sur le fait de savoir si oui ou non ils couvrent le sinistre, que ça soit pour la ville ou que ça soit pour l'entreprise, et en fonction de cela, avec le conseil de la ville ou les conseils de la ville, eh bien nous prendrons la décision qui s'impose. Tout ça pourrait nous emmener en matière de remboursement des frais très loin, hein, parce que
à partir du moment où le tribunal administratif sera saisi. En première instance, allez, 2 ans, 2 ans et demi, quand tout va bien, et puis s'il y a appel, etc. etc. Bon. Donc il est clair que la somme est inscrite au budget, nous ferons la dépense, et puis pour la recette, eh bien, nous verrons ce à quoi nous pourrons aboutir devant les tribunaux. S'il fallait aller jusque-là, est-ce qu'il est possible de trouver un accord transactionnel? Je n'en sais rien. Toutes les hypothèses seront effectivement envisagées, mais au moins, à l'heure où je vous parle, nous avons obtenu l'autorisation de déblayer la salle. Voilà, soit 2 ans et 1 mois après le sinistre. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de la durée. Je ne vais pas dire moyenne parce que je n'en sais rien, mais en tous les cas, pour ce qui nous concerne, 2 ans et 1 mois avant d'obtenir la simple autorisation de déblayer les gravats. Voilà, sur ce premier dossier. Un deuxième dossier avec un autre sinistre d'une autre ampleur, mais qui ne concerne pas directement la ville, même si la ville a été impactée, en tous les cas pour ce qui était de sa voirie, le chantier de l'impasse Victor Hugo. Comme on l'imaginait, et là nous sommes effectivement à un an du sinistre, le chantier n'avait pas repris, le contraire eût été étonnant, et il y a une nouvelle réunion convoquée par l'expert judiciaire afin d'examiner dans quelles conditions techniques une nouvelle entreprise pourrait reprendre le chantier et d'abord régler le problème des fondations qui ont été mal réalisées. Alors bien évidemment, la ville assistera à cette réunion parce que le risque à nouveau pour nous, ça serait que les choses soient mal faites et qu'à nouveau, la voirie que nous avons dû remettre en état comme l'assainissement pour le péter, que tout cela soit à nouveau mis à mal par les travaux qui seront engagés. Je n'ose dire prochainement, parce que là également, je ne sais pas ce que l'expert judiciaire pourra dire. Voilà, en tous les cas, et heureusement, depuis Noël dernier, les riverains ont pu rentrer chez eux, l'eau, le gaz, l'électricité avaient été rétablis. Et là aussi, tout le monde est un peu dans l'attente de la suite qui sera donnée à cette affaire. Je vous l'avais dit, nous avions pris contact avec la Caisse des dépôts pour laquelle est construite ce bâtiment pour essayer de voir comment nous pourrions nous orienter vers autre chose que la construction de ce bâtiment avec, à la suite de ce sinistre. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu l'accord de la Caisse des dépôts. J'en ai même parlé au préfet de la Seine-Saint-Denis et à d'autres pour essayer. Après tout, la Caisse des dépôts, c'est le bras armé de l'État, donc on pourrait imaginer même. Alors, il y a ses filiales, hein, mais on aurait pu imaginer, effectivement, face à une situation comme celle-là, qu'il prête une oreille attentive aux souhaits de la collectivité. Jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc une réunion à venir dans le courant du mois d'octobre. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. Sur l'acquisition, sur la tour Athéna, alors ce matin, me dit-on, a été organisée la visite qui avait été demandée par certains élus. Bon, pour ceux qui ont raté le train, excusez-moi, mais je ne sais pas si l'administration envisage de faire une seconde visite, mais enfin, ceux qui le souhaitaient pu se rendre disponibles ont visité les lieux. Je veux juste redire sur cette opération. D'abord, il y a en mètres carrés utiles dans la tour Athéna autant de mètres carrés utiles qu'il y en a dans toute la mairie ici. Donc en termes d'opportunité, ça n'est pas rien. Et j'invite chacun, si vous ne l'avez pas fait depuis un certain temps, à pousser les portes des bureaux de l'administration et à voir pour certains services dans quelles conditions ils travaillent. On peut parler du service enseignement jeunesse, cher au cœur de Katia et de tous les élus ici présents. On peut parler d'autres services. Nous sommes en état de suroccupation manifeste, si vous me passez le terme, et il fallait envisager à moyen terme de trouver une solution. Je parle de la mairie, mais je rappelle que d'autres services municipaux sont dispatchés en ville dans des locaux que la ville a acquis au fil du temps, mais voilà, avec des services complètement excentrés. Le CCAS a été relogé au 2e étage de l'espace des arts, enfin, etc., etc. Donc ce bâtiment, pour un coût d'1,5 million, c'était l'opportunité d'acquérir une surface très importante, de pouvoir regrouper l'ensemble des services de la ville et de donner
de la place aux fonctionnaires de la commune pour travailler dans des conditions correctes et accueillir les pavillonnais dans des conditions correctes. Il y a un fragment qui perturbe un peu votre discours là. C'est le grésillement du... Alors si c'est le micro qui grésille, alors je vais me reculer, ou alors je coupe le micro et je le fais à la voix, c'est possible aussi. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je peux tout faire, mais quand même, il y a des limites. Ah, alors est-ce que ça va mieux? Ah bon, je ne recommence pas depuis le début. Ah. Bon, alors je disais, à propos de la Tour Athéna, que c'était l'opportunité d'acquérir pour la somme d'1,5 million, autant de mètres carrés que nous en avons ici, ce qui va nous permettre de rassembler l'ensemble des services sur 2 pôles. Il se fait que cette tour se trouve directement en face des services techniques, qu'il y a des mètres carrés de stockage très importants, qu'il y a des places de parking de manière qu'il y a plus de 25 places de parking. Enfin, voilà. Il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que c'était une opportunité à regarder de très près ce que nous avons fait. Nous avons également fait passer un bureau d'études pour voir ce qu'il y aurait à faire avant de faire passer la commission de sécurité, puisque bien évidemment, avant d'ouvrir, il faudra faire passer une commission de sécurité. Je n'ai pas le rapport définitif, mais ce que m'en dit l'administration et les élus concernés, c'est que la seule question qui se poserait serait celle d'un 2e escalier extérieur, ce que nous allons regarder. Pour le reste, il semblerait qu'il n'y ait pas d'urgence avant de faire passer une commission de sécurité. Voilà. Je rappelle également que s'il s'agit de reloger les services de la ville, ce qui nous permettra par ailleurs de nous séparer des locaux dont nous n'aurons plus l'usage, de les revendre, ce qui permettra de couvrir, si ce n'est le coût de l'acquisition, puisqu'il était financé, et tout cela a été financé sans emprunt. En tous les cas, la vente des locaux que nous occupons aujourd'hui ailleurs, dispersés, couvriront tout ou partie des travaux. Je rappelle enfin qu'il y a des antennes téléphoniques sur le toit qui rendent un loyer de 70 000 € par an, ce qui n'est pas une paille non plus. Voilà, donc, je le redis, après on peut avoir un avis différent, mais cette opportunité, il ne fallait pas la laisser passer, parce que si nous l'avions laissé passer, je ne sais pas quelle aurait été l'autre solution pour régler le problème de place en mairie. Voilà, il n'y en avait pas, ou alors d'aller encore faire l'acquisition de locaux ailleurs avec des services dispersés. Franchement, je ne vois pas l'intérêt que cela aurait pu avoir. Et je rajoute enfin, parce que nous avons, depuis le dernier conseil municipal, rencontré à nouveau les services du département, nous sommes en train de travailler avec eux. Alors le projet n'est pas suffisamment avancé, mais nous travaillons avec eux sur la mise en place d'un pôle médico-social qui permettra un accueil. Alors, moi je dis guichet unique, mais il semble que le département n'aime pas ce terme, je ne sais pas quel terme utiliser, mais l'idée est d'avoir en un lieu unique les services qui travaillent sur les problèmes de dépendance et de handicap. Voilà, la dépendance, la ville s'en occupe, puisqu'elle délivre des services, mais le département gère et finance l'APA. Le handicap est géré par le département au travers de la MDPH. L'idée est d'avoir un point d'accueil unique pour toutes les familles ou toutes les personnes qui auraient une difficulté. Et je pense que cela pourrait être quelque chose d'intéressant pour les pavillonnais. Voilà, donc voilà ce qu'il en est sur la Tour Verte. On y reviendra, hein, mais je souhaitais à nouveau, puisque la visite a été effectuée ce matin même, je souhaitais vous redire pourquoi nous avons fait ces acquisitions. Chacun, après, aura l'avis qu'il entend avoir sur un sujet pareil. Alors, ceci étant dit, vous avez reçu l'ordre du jour. Il y a quelques petites modifications. Une délibération que nous allons retirer parce que le document qui vous a été présenté n'est pas totalement finalisé. C'est la délibération numéro 21, le règlement intérieur de l'accueil de jour, jeunesse, sport et loisirs. Johan Nonotte souhaite un peu plus de temps pour finaliser ce règlement.
Nous avons modifié une délibération, c'est la numéro 27, mais très légèrement modifiée, je vous le dirai, pour rectifier une erreur matérielle et ajouter quelque chose. Et enfin, vous avez sur table la dernière délibération que je n'ai pas pu inscrire à l'ordre du jour lundi dernier, parce que c'était trop court. Nous avons en effet appris, et je dois dire que je suis quand même un peu surpris de la méthode. Nous avons appris, je ne vais pas dire de manière fortuite, mais je pensais dans le cadre d'une enquête publique menée à Bondy, mais qui impacterait la ville des Pavillons-sous-Bois, j'aurais pu imaginer qu'officiellement la ville des Pavillons-sous-Bois soit informée de cette affaire. Eh bien, point du tout, nous l'avons été par des personnes qui nous ont interrogés sur notre position, sur le sujet, et du coup nous avons découvert le sujet. Alors, ce sujet, quel est-il? Vous savez que sera construite à Bondy une gare du Grand Paris Express pour la ligne 15 Est, que cette gare a fait l'objet, que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique, qu'il y a eu de nombreuses polémiques sur la manière d'évacuer les déchets de ce chantier. Ces déchets seront évacués d'abord du côté de la gare de Bondy actuelle, puis transportés en tapis roulant de l'autre côté de la gare de Bondy pour tomber dans un périmètre où les propriétaires privés ont d'ailleurs été expulsés, un périmètre qui est directement à proximité d'une crèche départementale, et sur ce terrain était envisagé d'installer une centrale à béton et la plateforme d'embarquement de tous les gravats. Bon, tout ça a duré des années. La question a aussi été posée de la solidité du pont à Bondy qui traverse les lignes de chemin de fer. Il a été conclu que ce pont ne pourrait pas supporter la noria de camions qui vont évacuer les déchets. Et donc, depuis des mois et des mois, une solution a été recherchée. Des associations de riverains avaient, épaulées par des retraités de la SNCF, avaient imaginé des solutions qui semblaient intéressantes, évacuer les déchets le long des voies ferrées pour aller les faire emporter en camion sous les bretelles d'autoroute de la A3. La SNCF a considéré que ça n'était pas acceptable, donc tout ça a duré. Et au bout du bout, le tribunal administratif a demandé un complément d'enquête publique sur le tracé qui a été finalement proposé par la SGP pour évacuer ces déchets. Et ce tracé, et c'est là où vraiment je trouve fort de café que la ville n'ait pas été directement sollicitée, mais enfin rien n'est perdu puisque nous sommes encore dans les délais d'enquête publique, mais enfin ce tracé, eh bien il va allonger les voies de chemin de fer à Bondy en direction de Villemomble, il va passer le pont des Coquetiers, il va prendre l'avenue Franklin à Villemomble, prendre les Blanquis, tourner sur Anatole France devant le stade, prendre l'allée Fischer, le carrefour Fischer-Brossolette, et prendre Albert Thomas pour retourner à Bondy côté mairie et repartir par l'avenue Pasteur pour aller attraper les RN3 au bout du stade. Alors je dois vous dire que lorsque j'ai découvert ce tracé, les bras m'en sont tombés. D'abord parce que quand on connaît les lieux, il suffit de passer sur le stade le soir quand il y a beaucoup de gamins pour constater comment la circulation est fluide. Alors peut-être qu'on nous expliquera que les camions ne passeront pas à cette heure-là, etc. Mais enfin, il y a quand même un vrai problème. On nous annonce entre 80 et 90 camions par jour, hein, quand même. Alors je n'ai pas l'amplitude horaire exacte, mais tout de même, on peut penser qu'il y aura, je ne sais pas, 7, 8, 10 camions par heure qui emprunteront ce trajet. L'allée Fischer, le carrefour Fischer-Brosseau avec les deux écoles et le collège. Bon, alors, je suis intervenu lors du conseil d'administration du collège avec Tabarly pour informer la principale, les profs et les parents d'élèves. Nous avons saisi les parents d'élèves de Fischer-Brossolette et nous attendons que chacun saisisse l'opportunité offerte de donner son avis au cours de l'enquête publique. Et donc, pour conclure sur l'ordre du jour, nous vous proposons ce soir une délibération avec un vœu du conseil municipal. Enfin, c'est pas un vœu, c'est plutôt l'avis du conseil municipal des Pavillons-sous-Bois sur ce tracé. Et j'imagine que vous aurez compris à mon propos que je ne suis absolument pas favorable à ce tracé. Voilà, donc si possible, si le conseil municipal pouvait adopter ce vœu à l'unanimité, ça serait très bien. Si vous voulez qu'on l'amende, on l'amende. En tous les cas, ça me semble un point important. Donc voilà pourquoi
vous avez une délibération supplémentaire. Voilà, donc un retrait, un ajout, une modification. Et avant d'attaquer l'ordre du jour, nous avons un certain nombre de comptes rendus des séances précédentes à adopter. Donc vous avez reçu ceux du 6 mai, 24 juin et 8 juillet. Est-ce que vous avez des remarques sur ces comptes rendus? Pas de remarques, je vais les mettre au voix. Qui vote contre? Vous hésitiez, je me disais peut-être qu'ils vont finir. Je le redis, le compte-rendu est retranscrit mot à mot par une société payée pour cela. Donc à partir du moment où les mots que vous avez prononcés y figurent, pourquoi donc est-ce que vous votez contre? Je ne comprends pas. Monsieur Schleck. Oui, merci. Je voulais faire une remarque sur la forme. J'ai pris connaissance de, franchement, la rédaction. J'ai pas eu le temps de regarder l'enregistrement, mais je ne pense pas m'exprimer de cette manière, en tout cas quand je m'exprime au conseil municipal. Sur la forme dont c'est retranscrit, c'est assez surprenant sur la langue. J'ai pas eu le temps de vous citer un exemple, j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, ça pourrait être mieux en tout cas. Je vais vous faire une confidence. Il m'est arrivé aussi, assez souvent, que ce soit en séance au Sénat, ici, en relisant effectivement mes mots, ou en regardant des enregistrements d'interviews à la télé, parfois je me suis surpris en me disant, est-ce que j'ai vraiment dit cela comme ça? Mais je vous assure, parce qu'à l'oral, et quand on ne lit pas un texte, c'est vrai que parfois, ça semble un peu plus... Alors surtout quand il n'y a pas l'intonation, quand il n'y a pas... on trouve ça un peu étrange. Ça m'est arrivé aussi, je vous le conseille. Mais pour autant, alors encore une fois, si c'est de la forme, si vous pensez que la société qui retranscrit a mal retranscrit, enfin le plus important c'est d'abord le fond de votre propos, hein, qui ne soit pas altéré. Si ça n'est que de la forme, écoutez, relisez-vous, dites-nous et on fera réécouter et modifier. Voilà. Enfin voilà, c'est simplement pour dire que je trouve un peu perturbant de faire réaliser ces comptes rendus par une société extérieure, ce qui nous coûte, alors qu'avant ce travail était fait par la Direction Générale des Services, qui était un travail titanesque. Donc, à la rigueur, vous pouvez encore, le premier pas mal, suspecter l'administration de mal retranscrire, mais là, avec des professionnels, j'ai quand même tendance à me dire que ça doit être bien fait. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Alors, j'avais demandé les votes contre, je les ai eus, qui votent pour? Je vous remercie. Alors, nous avons ensuite la première délibération. Alors, oui, enfin, même vote pour les deux autres, j'imagine. Oui, même vote pour les deux autres. Nous avons ensuite une délibération importante, comme beaucoup, puisqu'il s'agit de créer la commission communale permanente politique de la ville. Alors, j'en avais fait l'annonce, puisqu'on en avait débattu lors d'une séance précédente. Effectivement, la politique de la ville étant complètement transversale, chacune des commissions existantes aurait pu traiter un bout des sujets, ce qui, à mon avis, aurait été extrêmement compliqué pour suivre l'ensemble. Donc l'idée a plutôt été de créer une commission supplémentaire. Donc c'est ce qui vous est proposé ici. Alors avec le même nombre de membres que pour les autres commissions, on ne va pas commencer à y déroger. Alors bien évidemment, les postes de l'opposition ont été sanctuarisés. Et pour ce qui est de la majorité, il nous faut, parce que sinon ça n'aurait pas vraiment de sens, rendre membres de cette commission tous les adjoints ou conseillers délégués qui seront à un titre ou à un autre partie prenante de la politique de la ville. Donc voilà ce qui vous est proposé ici. Est-ce que vous avez des questions? Madame Lebas, pardon. Pas de questions à proprement parler. En revanche, je me réjouis de la création de cette commission. Je vous remercie de m'y avoir nommé, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le seul souhait que j'émettrais, c'est que ce soit vraiment une commission où on travaille et où on ne se contente pas d'écouter des informations qui nous arrivent. Voilà, donc vraiment une commission de travail. Travaillez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Monsieur Schleck. Oui, merci. Une observation. Est-ce qu'il serait possible que je participe également
à cette commission, puisque avec M. Bernard Denis, nous sommes tous les deux membres de la commission des finances, commission urbanisme, commission enseignement. Donc, je me demandais s'il était possible d'appliquer ce même principe pour la nouvelle commission qui se crée. Ben, on était à 12, donc la règle c'est qu'il y ait 12 membres par commission. Là, il faut changer le règlement intérieur aussi. La règle c'est 12. À partir du moment où il faut que chacun des élus en charge d'une partie du secteur soit représenté dans la majorité, ce qui semble, j'allais dire, pour le bon fonctionnement de la commission, la moindre des choses. Après, ça veut dire qu'il faut modifier le nombre de... on ne va pas se lancer là-dedans. Enfin, M. Denis, vous ferez part à M. Denis en amont de vos remarques, et M. Denis nous les transmettra, et vice-versa. Je pense que vous aurez... Si je peux me permettre, de par la profession que j'exerce, je m'occupe de politique de la ville depuis presque maintenant 20 ans, donc ça, je ne vais pas dire que je connais tous les sorts, enfin la politique de la ville dans son entier, mais j'ai quand même une certaine expertise dans la matière. Donc voilà, on a bien entendu votre réponse. Demandez à M. Denis de vous céder sa place, hein, vous ne sais pas. Vous êtes dans le même groupe, donc il y a un siège pour le groupe, choisissez celui d'entre vous deux qui connaît mieux le sujet. Ce n'est pas nous qui allons désigner l'un ou l'autre. Alors, il y a aussi un autre point qui est celui que M. Denis n'est pas toujours disponible et que dans ce cas-là, on met en place un système de suppléance, je ne sais rien. On ne siège pas tous les deux, mais qu'on puisse avoir, que je puisse être le suppléant de M. Denis. Est-ce que les suppléants existent dans le règlement intérieur? Je ne suis pas sûr. Bon, alors, on a entendu votre réponse. Je voulais vous demander par ailleurs si le poste de chargé de mission politique de la ville a été effectivement pourvu. Oui. D'ailleurs, oui, c'est dans les points d'actualité, j'aurais pu rajouter cela, parce qu'en fait, nous sommes dans une période meilleure en matière de recrutement, puisque le chargé politique de la ville est arrivé à la rentrée. Nous avons recruté également un ingénieur bâtiment qui doit arriver dans quelques jours. Nous avons fait les recrutements chez les auxiliaires de PER, mais là c'est un peu compliqué parce qu'on recrute, ça part, c'est compliqué. En police municipale c'est pareil. On a fait les recrutements, donc on est à 11 en octobre, on sera à 12 en novembre, et on a des entretiens en cours, mais le problème c'est quand on recrute, on a souvent un qui part. Mais bon, en tous les cas, on est dans une période où on a un peu plus de succès dans le recrutement. Comment ? Ah, l'administration vérifie le règlement intérieur. Sur les suppléants ? Est-ce que je compte? Ça, c'est une bonne question. Ah bah écoutez, il y a peut-être encore un espoir, alors si... Où est-ce que j'en étais? Je reviens au recrutement. Donc j'ai répondu à votre question. C'est 12, non compris le maire. Donc cela veut-il dire qu'il y a une place de plus? Monsieur Schleck, quelle grande soirée pour vous, vous êtes exaucé en direct. Tout va bien. Ah oui, vous avez voté pour, oui, alors à quoi tout cela tient-il? Bon, sur le recrutement, en tous les cas, la chargée politique de la ville est arrivée, et d'ailleurs, puisque je parlais de mètres carrés de locaux, nous lui avons attribué comme bureau l'un des deux bureaux qui servaient aux autres élus que le maire, puisque vous savez que dans cette mairie, le maire a un bureau, et tous les autres élus avaient les deux petits bureaux qui sont à côté. Ben maintenant, il n'y en a plus qu'un. Bon, voilà. Alors, elle est logée dans l'autre bureau, elle s'y trouve bien, j'ai pris le soin de lui poser la question. Bon, mais voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Oui, l'autre bureau, Katia a raison de le faire remarquer, l'autre bureau des élus est aussi occupé par le conciliateur de justice qui reçoit, enfin, etc., etc. Donc voilà, nous sommes au complet, si j'ose dire, et même en suroccupation en matière de mètres carrés, et il faut faire quelque chose pour y remédier. Voilà, donc on a voté sur la création. Non, on vote sur la création, enfin là-dessus, tout le monde vote pour, j'imagine. Merci. Oui, merci. Donc sur la désignation, on rajoute M. Schleck. Qui vote pour?
Quel bonheur à l'unanimité. Nous avons ensuite la troisième délibération, la garantie d'emprunt accordée à 3F pour une opération de 18 logements au 16 avenue Aristide Briand. Serge Carbonel. En effet, le bailleur social... Il faut appuyer sur le bouton. Le bailleur social a souscrit 8 emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 3 891 000 euros. Et bien sûr, il nous demande notre garantie d'emprunt. En contrepartie, nous aurons 3 logements qui seront réservés au titre du contingent municipal. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Merci. Adopté. Alors, le contrat de mixité sociale, Patrick Sarda va vous en parler. Alors, je dois vous dire que je ne suis pas mécontent de pouvoir enfin vous le soumettre, puisqu'il concerne la période 2023-2025. Nous sommes en septembre 2024, presque en octobre 2024, et je finissais par me dire que nous ne serions pas en mesure de signer ce contrat. Si tout cela a été si long, c'est parce que les discussions avec les services de l'État ont été extrêmement compliquées. Enfin, en tous les cas, de mon point de vue, c'était plus simple, mais il y a eu énormément d'allers-retours avec les services de la ville, et c'est seulement il y a très peu de semaines que nous avons enfin obtenu l'accord de l'État, puisque bien évidemment, tout cela est travaillé dans le département avec les services de l'État, et puis tout ça remonte au ministère, et on nous dit, même sur le bureau du ministre, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, il a fallu que cet aller-retour se fasse, et ça a été relativement long. Voilà, Patrick Sarda. Merci, monsieur le maire. Donc, on a opté pour cette solution parce qu'on avait 2 solutions, soit signer ou pas un contrat de mixité sociale, puisqu'on n'est qu'à 18,1% de logements sociaux, et il faut atteindre 25 selon la loi SRU. Ce contrat a été signé entre l'État, sera signé entre l'État, la métropole du Grand Paris, l'établissement public Grand Paris Grand Est et la commune. Pour la commune, on s'engage donc à faire 210, si je me souviens bien, 210 logements sociaux. Si nous ne l'avions pas signé, nous aurions été contraints d'en faire 300 ou 330. Les 4 opérations qui ont été retenues, ce sont donc une résidence étudiante de 180 chambres à l'angle Jean Jaurès-Pasteur. Un immeuble de Seine-Saint-Denis Habitat de 39 logements, 4-6 allées de la Prévoyance, dans les terrains qui sont vides actuellement. Également avec Seine-Saint-Denis Habitat, la rénovation de 30 logements, 25 avenue Aristide Briand. C'est entre l'Aristide Briand et le canal. Et enfin, une pension de famille de 36 chambres, 256 avenue Aristide Briand. Donc on est largement au-dessus des 210, mais l'important c'était de respecter les 47 PLAI, et c'est ce qu'on a fait. Et donc l'État a accepté, en fin de compte, notre proposition qui avait été validée depuis très longtemps, depuis 2023, par la DRIL de Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors, je rajoute bien évidemment que ces opérations ne vont pas se faire du jour au lendemain. Tout ça va s'étaler sur un certain nombre d'années. Que pour autant, rien qu'avec la résidence étudiante là-haut, qui nous permettent de comptabiliser 180 logements dits sociaux, puisqu'en fait, je rappelle ce que dit la loi, pour être comptabilisés, les logements doivent être financés comme le sont les logements sociaux. Donc on aura là une résidence étudiante qui accueillera des étudiants, et uniquement des étudiants, et les 180 chambres seront comptabilisées au titre de la loi SRU, ce qui est une bonne chose pour nous, parce qu'il n'y aura aucun impact sur les écoles, en termes d'effectifs, aucun impact de quelconque manière sur les services de la ville. Donc rien qu'avec cette opération, on est presque à l'obtention du quota qui nous est imposé pour la période triennale 2023, 2024, 2025. Toutes les autres opérations qui ont été inscrites là, qui sont des opérations sur lesquelles les bailleurs travaillent encore, toutes ces opérations
qui ne sont pas aussi avancées que celles-ci, seront réalisées dans les années à venir et seront comptabilisées sur la période triennale suivante. Donc, celle qui ira de 2026, 2027, 2028. Voilà, donc, j'allais dire, la grande nouvelle, non, en tous les cas, l'opération résidence étudiante nous permet presque en totalité d'être certains que nous ne serons plus carencés à la fin de la période 2025. Et je rappelle que le carencement signifie pour nous, puisque nous le vivons à l'instant, en tous les cas depuis le début de l'année, la perte du droit de préemption, c'est-à-dire que les services de l'État décident à la place de la ville en matière de préemption de terrain, et le doublement de la pénalité, enfin du premier prélèvement, puisqu'on a une pénalité équivalente au premier prélèvement, et donc nous devrions en 2026 être exonérés de cette somme que nous payons aujourd'hui. Voilà, donc jusqu'à fin 2025, principalement la résidence étudiante, après nous verrons, et nous devrions sortir du carencement. Après, je ne sais pas si la loi sera modifiée, certains en ont parlé, je ne sais pas ce qui sera fait, ce que le Parlement pourra ou souhaitera faire dans la situation qui se trouve aujourd'hui. Mais voilà. Et quand on arrive aux 20%, parce qu'on risque d'arriver, on va arriver sûrement aux 20% grâce à ces 4 opérations, les règles seront un peu moins sévères. Et on n'a vraiment pas eu de chance parce qu'ils ont compté dans la dernière triennale la démolition de nos Sainte-Anne et la Poudrette, ce qui a fait qu'en réalité, ils nous ont comptabilisé 4 logements sociaux sur 3 ans, ce qui était quand même un petit peu sévère. Ils auraient pu les étaler peut-être. Et c'est pour ça qu'on a eu 100% d'amende, parce que 4 sur 300, c'est quasiment 100%. En tous les cas, et j'aurais pu en parler en préambule, puisque j'ai rencontré la semaine dernière le nouveau directeur régional de l'habitat et du logement, et son adjoint, qui tous deux arrivent dans le département. J'ai eu l'occasion de leur brosser un tableau de la situation de la commune, d'évoquer avec eux la difficulté que représentait pour la ville l'article 55 de la loi SRU, de leur rappeler la bizarrerie qui consiste d'un côté à nous carencer au titre de la mixité sociale et de l'autre côté à faire entrer 2 quartiers en politique de la ville. On est la seule commune en France qui a subi ce sort-là, avec 2 lois absolument contradictoires en matière de mixité sociale. Et je lui ai redit que l'objectif de la ville était clair. Nous allons, avec l'EPT, lancer les études sur le triangle Victor Hugo-Chanzy. C'est dans ce triangle que nous interviendrons principalement pour réhabiliter des logements les plus anciens et les conventionnés. C'est d'ailleurs ce que va faire Seine-Saint-Denis Habitat sur une opération. Patrick Sardan a parlé de 30 logements qu'il a évoqués. En fait, ce sont des logements existants qui sont habités, mais qui vont être, après travaux, conventionnés, donc avec des loyers qui relèvent du logement social. Ça ne fera pas un habitant de plus au pavillon sous bois. Les gens qui sont là resteront là, mais tout d'un coup, les logements changent de catégorie. Donc, dans un cas, on vous dit ces gens-là contribuent à la mixité sociale, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, mais ce sont les mêmes et dans les mêmes logements. Eh bien, ce que nous entendons faire sur le triangle Victor Hugo-Chanzy, c'est exactement ça. C'est-à-dire, alors, nous verrons lorsque l'étude aura été réalisée, parce que ça va être une étude lourde. On espère en avoir le résultat pour le dernier trimestre 2025, mais c'est une étude qui nous permettra de déterminer quels sont les immeubles qui pourront basculer du locatif privé dans le locatif social après réhabilitation. Et donc le pourcentage de logements sociaux changera sans qu'il y ait une construction de plus. Ce qui est quand même l'objectif, parce qu'il n'est plus possible dans cette ville de continuer à construire au rythme où l'État souhaiterait que nous le fassions. Alors, le nombre de constructions de logements, tout confondu, privé, social, l'État nous fixe des objectifs, la métropole également, l'EPT également, eh bien écoutez, on verra bien. On n'est pas là pour construire et construire sans fin des immeubles. Mais par contre, au titre de l'article 55 de la loi SRU, il est possible, effectivement, d'augmenter le pourcentage
sans construire un appartement de plus, mais en conventionnant des logements anciens dégradés. Ce qui sera bon pour l'urbanisme, bon pour la sociologie de la ville, bon pour les locataires qui disposeront aussi de logements rénovés et avec des loyers bien plus modérés que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Voilà, et c'est d'ailleurs ce que nous venons de faire, enfin, quand je dis nous venons de faire, parallèlement avec l'État, puisque un immeuble situé au 5 avenue Victor Hugo, un ancien immeuble en Meulière qui était à vendre en bloc, a été préempté par les services de l'État, qu'il a confié sur demande de la ville à un bailleur social avec lequel nous travaillons régulièrement. Les travaux vont être faits pour réhabiliter cet immeuble et les logements seront conventionnés. Donc on aura des logements qui tout d'un coup vont passer du locatif privé dans le locatif social. Notre pourcentage va s'améliorer alors qu'il n'y aura pas eu une construction de plus. C'est ce que nous avions déjà fait sur plusieurs opérations lorsqu'il y avait eu des ventes en bloc, et c'est ce que nous allons chercher à faire, et je l'ai dit au nouveau directeur régional pour le 93, en matière de logement et d'hébergement, c'est dans cette voie-là que nous voulons aller. Et ça a un effet ciseau, ça double le pourcentage que l'on... Oui, puisque... On retire les logements du parc privé pour les basculer dans le parc public, et donc ça compte 2 fois. Ça a un effet très important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce... Madame Lebard. Une observation et une petite remarque. Bon, merci pour ce document parce que je l'ai trouvé très intéressant sur l'état du logement social à Pavillon. J'ai simplement... Bon, il y a quelques petites coquilles. Vous allez dire que je suis toujours très embêtante avec mes coquilles, mais il y en a une qui a tendance un peu à inverser... même l'État n'aurait pas vu. Vous savez, l'État pour lequel j'ai travaillé très longtemps est faillible aussi. C'est à la page 3, le 8e paragraphe, la 4e ligne, où on parle de défavoriser le conventionnement, alors que je pense que c'est plutôt de favoriser le conventionnement. Attendez, redites-moi où ça se trouve. Page 3, 8e paragraphe, 4e ligne. Favoriser, oui, ça doit être... Défavoriser le conventionnement. Oui, c'est voilà. Comme quoi, on peut relire un document à je ne sais combien de personnes et toujours en laisser passer. Mais ça sera quand même utile que les services de l'État fassent la même modification avant de signer, parce que si on avait 2 documents, l'un parlant de favoriser et l'autre de défavoriser. Oui, il faut qu'on se mette d'accord. Merci beaucoup pour cette correction fort utile. Si vous avez d'autres questions, Monsieur Schleck. Oui, merci. On s'interrogeait sur la notion de pension de famille qui est envisagée dans la prochaine période, si j'ai bien compris. Faites appel à votre mémoire. Mais justement. Mais non, alors, ça n'est pas la première fois, ça sera la seconde que ce type d'établissement sera ouvert au Pavillon-sous-Bois. Nous avons, il y a un certain nombre d'années, une dizaine, peut-être une douzaine, ouvert une première pension de famille. C'est un projet que nous avons travaillé à l'époque, j'espère que vous vous souvenez, avec le docteur Chaltiel, le sénateur 14, et le docteur Chaltiel à l'époque nous avait fait savoir combien il avait de difficultés à trouver des structures, je ne vais pas dire d'hébergement, parce que ce n'est pas de l'hébergement au sens résidence sociale, etc. La pension de famille est une structure de type particulier. Donc il nous a expliqué combien il avait de difficultés à trouver des places pour les sortants de soins psy. Et à l'époque également, nous avions voulu, dans cette pension de famille, qu'un certain nombre de places soient réservées potentiellement à un public de femmes battues ou que leur logement et tout cela a été débattu ici. Le projet a été monté. La preuve qu'il ne pose aucune difficulté en ville, c'est que personne n'entend parler et certains ont même oublié. C'est l'ancienne clinique. En fait. C'est donc... Ah, pas du tout. Non, c'est pas ce... Ah bah rafraîchissez. L'ancienne clinique Larocco, c'est un projet qui remonte à la fin des années 90. Et c'est une résidence sociale au pur sens du terme, au premier sens du terme. Ça n'est pas du tout une pension de famille.
Une pension de famille, c'est un nombre de logements réduit ou effectué. Et donc, résidence sociale, ancienne clinique par repos, il doit y avoir 80 logements ou pas loin. D'ailleurs, dans l'actualité, on aurait pu dire qu'elle a été rénovée et que l'association qui la gère aujourd'hui semble beaucoup plus efficace en termes de gestion des lieux et d'accompagnement de ceux qui sont en résidence sociale. Donc ça, c'est une résidence sociale classique, à peu près 80 logements, suivie par une association, etc. La pension de famille, c'est autre chose, c'est une structure beaucoup plus petite, avec un accompagnement beaucoup plus important et spécialisé. Et la structure dont je vous parle, enfin, c'est dommage qu'elle ne vous dise rien, parce que c'est vraiment un projet qu'on a débattu ici à plusieurs reprises. Alors, ça remonte à une dizaine d'années, hein, peut-être un peu plus, mais en tous les cas, nous avons déjà une pension de famille. Et donc, nous en aurons une seconde. Voilà. Donc là, en revanche, il y aura un impact sur le scolaire, dans le cas d'une pension de famille. En l'occurrence, non, très faible. Très faible. Très faible. Contrairement à la résidence, enfin, si ce n'est qu'à la résidence sociale, c'est une clinique Barocco, vous avez beaucoup de studios, donc vous avez essentiellement des personnes seules qui se trouvaient sans hébergement précédemment. Vous avez quelques, je ne vais pas dire 2 pièces, mais vous avez effectivement quelques logements avec des enfants, mais dans la pension de famille, on n'aura pas en proportion du tout le même nombre d'appartements familiaux. Voilà ce qu'il en est. Donc je pense que d'abord c'est un projet très intéressant parce qu'il répond à un vrai besoin. Et donc nous allons, c'est cette semaine d'ailleurs je crois, rencontrer, oui, c'est demain même d'ailleurs, voyez-vous, le calendrier est ainsi fait. Nous rencontrons demain les futurs gestionnaires et je crois que les services de l'État participeront également. Voilà ce que sont les pensions de famille. Mais si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller sur le site du DIAL, le délégué interministériel à l'hébergement, DIAL, et le A, je ne sais plus ce que c'est, le L, c'est logement, ou à l'accompagnement de logement, je pense que je vous dirais peut-être une bêtise. Comment ? Accès au logement, oui, le directeur de cabinet a raison. Donc délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement, le DIAL, dont les bureaux se logeaient à la Défense, et vous verrez sur le site que toutes les catégories d'hébergement ou de structure y figurent, donc vous verrez ce qu'est une pension de famille. Mais on en avait déjà une, voici la seconde. D'autres questions ? Non, je mets au voie cette délibération. Sur le contrat de mixité sociale, qui vote pour ? Merci, adopté. La délibération suivante, l'acquisition à l'amiable du lot numéro 7 de copropriété de la parcelle cadastre section V126 au 36 Victor Hugo, angle 129 Wilson. Monsieur Sarda. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'un petit logement de 9,14 mètres carrés au-dessus du Nil qui est occupé et dont on touchera le loyer on l'acquiert à 45 000 €. Voilà, alors, je rappelle que cet immeuble est un immeuble dans un très mauvais état, que nous avions déjà repéré de longue date, puisque j'avais eu l'occasion, c'était même avant en 2017, de recevoir des locataires qui étaient logés sous les combles et qui l'hiver vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Cet immeuble est une multipropriété dans laquelle la ville est entrée, notamment avec l'acquisition du fonds de commerce, mais pas seulement. Et il est bien évident que petit à petit, nous allons essayer d'obtenir la majorité dans la copropriété, parce que sinon, c'est un immeuble qui finira très mal. Il est dans un état extrêmement difficile. Voilà, donc pour 45 000 €, nous proposons d'acquérir un lot supplémentaire. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopter la délibération numéro 6, la désaffectation et classement du domaine public des parcelles C118P, C122, allée de Dublin et angle allée de Bruxelles.
Oui, merci, monsieur le maire. Patrick Sarda. Donc, il s'agit donc de déclasser et de désaffecter ce terrain pour ensuite le vendre ultérieurement. Un commissaire enquêteur sera très probablement nommé en janvier 2025 et nous n'avons pas encore l'estimation à laquelle nous vendrons ce terrain qui posait des problèmes de voisinage dans cette zone industrielle. Et donc, un des industriels a clôturé cette parcelle et comme ça évite les gens qui gênaient le quartier. Allez, je vais être un peu plus précis que Patrick Sarda. Dans le cadre du projet en rue, vous vous souvenez que la cité Sainte-Anne a été démolie et qu'à l'époque, nous imaginions, parce que la ville d'Aulnay, en tous les cas les maires successifs d'Aulnay nous avaient dit « Ok, on va pouvoir ouvrir une voie serpent ». Tout ça ne s'est pas fait, puisqu'Aulnay ne l'a pas voulu. Et donc, à ce moment-là, la Sequano, qui portait le projet, a aménagé le terrain et l'a vendu à une entreprise qui a construit des locaux. Et donc, il y a les entreprises qui sont installées là. Et vous avez une voie côté pavillon qui donne accès au terrain des entreprises. Et malheureusement, la mauvaise idée a été de faire une encoche entre les parcelles. Et donc, vous avez une encoche avant le portail qui donne accès à ce qui est aujourd'hui une propriété privée sur laquelle sont construits ces locaux. Eh bien, à chaque fois que vous avez une encoche ou un recoin, vous pouvez être sûr qu'il se produit ce qui se produit généralement. Le soir, vous avez des gens qui viennent là. Je vous passe les détails, vous imaginez ce qu'ils peuvent y faire. Et quand vous savez que, si vous savez que cette encoche de terrain jouxte la Fiesta, qui est la fameuse salle, enfin les deux fameuses salles, qui sont louées par une entreprise à tous ceux qui veulent se marier ou faire la fête ou fêter je ne sais quel événement, avec bien des nuisances dans le quartier, vous imaginez ce qui se passe. Donc nous avons effectivement rencontré les chefs d'entreprise qui nous ont demandé de pouvoir faire l'acquisition de ce petit bout de terrain, qui représentait quelques dizaines de mètres carrés, pour pouvoir clôturer au ras et ne plus être embêtés avec tout... comment les qualifier? Enfin, je ne vais pas les qualifier, tous ceux qui posent des problèmes. Vous avez le plan. Donc vous avez le plan, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une explication en clair pour ce qui me concerne. Est-ce que... Non, mais normalement, un commissaire enquêteur sera nommé en janvier. Oui. Parce que on doit... Eh oui, non, mais il y aura un commissaire enquêteur, mais voilà où on en est, ce sont les procédures, il y aura un commissaire enquêteur. Voilà. Effectivement, pour 30 mètres carrés enclavé dans un coin d'une zone industrielle, à partir du moment où c'est du domaine public, il faut un commissaire enquêteur. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Tout le monde. Adopté. La délibération suivante, c'est toujours Patrick Sarda sur une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec le département pour l'opération de dévoiement Jean Jaurès, place Carmontel. Merci, monsieur le maire. Oui, donc il s'agit un peu avec du retard, mais le retard est largement de la faute du département qui a eu beaucoup de mal à nous transmettre sa convention. C'est pour réaliser les travaux de voirie sur Jean Jaurès et Casanova et faire cette baïonnette à la fourche pour éviter le passage des voitures et des camions, surtout entre les deux pavillons de garde. Donc ensuite, il y aura des transferts de propriété ultérieurement. Alors, il y a une faute d'orthographe. Ah, il y a une faute d'orthographe. Madame Levard a trouvé. Que madame a trouvé, page 3, article 2, 3 lignes avant la fin. Réaménagement à être intégré. Il n'y a pas de R. Il y a même un E, un E et un. Bon, alors ceci étant dit, pour en revenir à ces travaux, d'abord pour vous dire que la commission permanente du département a adopté la délibération la semaine dernière, donc tout va bien. Donc vous avez vu que les travaux de dévoiement sur Jean Jaurès sont terminés.
Nous pensions, mais ça n'a pas été possible, que les travaux d'aménagement de la place allaient se dérouler sans interruption. Bon, ça n'est pas tout à fait le cas pour de purs problèmes budgétaires, c'est-à-dire que les crédits du département étant épuisés à la fin du mois de septembre en matière de voirie, ils reprendront au mois de janvier ces travaux sur la nouvelle enveloppe, mais en tous les cas, le principe est acté. Pour ce qui était une vraie question du dévoiement effectif de l'avenue Jean Jaurès, les travaux étant terminés, on aurait pu penser que ça se ferait. Alors, dans un premier temps, on nous a opposé les Jeux Olympiques, puisque le préfet, ayant d'autres choses à faire, les arrêtés en question ne pouvaient pas être signés. Et puis, la rentrée étant venue, les Jeux paralympiques étant terminés, on nous a enfin dit que les choses pourraient se faire à la date du... Peut-être la semaine prochaine. Non, peut-être la semaine prochaine. Voilà, parce que ça ne peut pas se faire si facilement que cela, puisqu'il faut démonter les feux rouges qui sont entre les pavillons et alimenter les autres. Et puis après, on a demandé à ce que le marquage au sol, en tous les cas la façade, soit très significatif, parce qu'on pourrait craindre que les habitués, et notamment ceux qui appuient sur le champignon, ne continuent à aller tout droit au lieu de tourner. Voilà, donc j'espère qu'on n'en arrive pas là. En tous les cas, le département nous a dit que la signalétique devrait permettre de s'apercevoir suffisamment tôt que la voie est effectivement détournée. Voilà, donc les travaux devraient reprendre en début d'année, nous a-t-on dit, pour se terminer à l'été ou un peu plus tard que l'été. Voilà. Et la rue n'est pas terminée. Oui. Non, c'est pas fini, non? La rue n'est pas terminée parce qu'il y a un dénivelé d'environ 4 cm au niveau des bouches d'eau. Et on est en train de demander qu'ils refassent l'enrobé, parce qu'ils ont joint l'enrobé de la rue Casanova au même niveau que quand ils font les travaux sur les pavillons de gare. Faute de moyens. Donc on va essayer... Enfin, retenez que quand les travaux sont définitivement terminés, ce qui apparaît aujourd'hui comme une bizarrerie, c'est une bizarrerie temporaire et qui n'existera plus les travaux terminés. Non, c'est pas espéré, c'est certain. Ça n'est que l'interruption des travaux qui fait que, voilà, on a cette différence qui effectivement peut choquer, surprendre. D'ailleurs, au niveau de la Rébus, c'est pour ça qu'il y a des flashs. Parce que c'est pas terminé. Et puis juste à côté du 15, ils ont mis une petite bordure, alors qu'à côté ils ont vu qu'il y a un garage, mais il n'y a pas de bordure. Voilà. Donc ça fait 10 pour monter. Alors, sur cette délibération, vous avez des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Merci, adopté. Délibération numéro 8, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'APJC au titre de l'accueil d'un volontaire européen du corps européen de solidarité. Bon, comme nous l'avions fait précédemment, je crois une fois, nous avons souhaité accueillir un volontaire européen qui travaille à la bibliothèque, et l'APJC qui a acheté ou loué, je ne sais plus, une maison louer une maison dans laquelle elle loge les volontaires européens, et en fait nous faisons héberger notre volontaire européen dans ce pavillon, et donc il s'agit avec la PJC de prendre en charge la dépense correspondante. Oui, d'ailleurs, ça n'est pas moi qui devais rapporter, c'est Geneviève Simonet, mais comme elle n'est pas là, c'est... Ah, pardon. Alors, je suis absolument consterné, mais alors je crois que c'est la faute derrière, parce que... Non? Comment? Ah ben oui! Je n'aurais pas fait une boulette pareille. On m'avait dit que je devais rapporter cette délibération, donc voilà, je suis désolé, chère Geneviève, si vous voulez ajouter quelque chose. Volontaire européenne est arrivée le 2 septembre à la bibliothèque, donc elle va être là pour une année. Elle est de nationalité italienne, je l'ai rencontrée, elle est charmante. D'autres questions? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Qui vote pour?
Ah oui, non, attendez. Sauf Patricia Chabot, Anissa Mézi et Génie Lebar, qui sont membres du conseil d'administration. Mais je vote pour Calais. Oui, très bien, mais pas pour toi. Je vous remercie. Une subvention exceptionnelle au Photoclub. Bon, alors, je crois qu'on en a déjà parlé l'an dernier. On va essayer de faire en sorte que cette subvention exceptionnelle qui tombe chaque année nous soit, à partir de 2025, présentée au moment du budget primitif. Notamment, Serge Carbonel nous en parle. Oui, en effet. Il faut appuyer sur le micro. Ah oui, merci. Merci. En effet, la demande de subvention est de 1250 €. Voilà. Tout simplement, ils organisent des événements sur le thème de la biodiversité afin de sensibiliser les jeunes enfants. Donc voilà. Merci. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopté. La délibération numéro 10, une convention avec la région Île-de-France, convention financière dans le cadre du soutien de l'équipement de la police municipale. Ah oui, alors... Bien. C'est bon. C'est bon. Bien, c'est une convention relative à la participation financière de la région Île-de-France dans le cadre de soutien à l'équipement des forces de sécurité. La commune est en train de réaliser des travaux de réaménagement et de sécurisation des locaux de la police municipale. Un dossier de subvention a été adressé à la région Île-de-France dans le cadre du soutien à l'équipement des forces de sécurité. Dans un courrier du 19 juin 2024, la région Île-de-France a informé la ville qu'une subvention d'un montant de 76 950 € lui a été attribuée dans le cadre de ses travaux et lui a transmis la convention y afférente. Il s'avère donc nécessaire de conclure une convention avec les régions Île-de-France afin de définir d'une part les conditions de modalité de la participation financière de la région Île-de-France et d'autre part de déterminer les engagements et obligations réciproques de la région Île-de-France et de la commune. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de la subvention au titre du dispositif soutien à l'équipement des forces de sécurité et de la sécurisation des équipements publics et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents. Merci. Les questions? Madame Lebar. Merci, monsieur le maire. Deux questions, en fait, qui ne font qu'une. En échange de cette subvention, on a évidemment quelques obligations. L'une, c'est d'organiser des rondes supplémentaires, je suppose, du coup, aux abords du lycée Claude Nicolas Ledoux. Et la deuxième obligation, simplement une précision, de mettre en place des offres de stage. Donc ma première question sur les rondes autour du lycée, qui est aussi en lien finalement avec le point 17, c'est est-ce que les effectifs de la police municipale sont suffisants pour répondre à toutes ces nouvelles obligations qu'on prend, et les offres de stage en alternance, sur quoi ils vont porter? Ça, c'est ma deuxième question. Sur les ronds des effectifs, pardon? Oui, non, mais c'est ce que... Sur les rangs des effectifs, d'abord, un mot sur les relations ou les liens entre la police municipale, la police nationale, les principaux de collège et proviseurs du lycée. Ces liens sont constants, efficaces. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous l'ai dit, j'ai participé aux 2 conseils d'administration des 2 collèges. Dès qu'il y a une difficulté, il y en a parfois, aussi bien à la Tôle France que à Paris d'ailleurs. Voilà, la communication est constante, directe, et jusqu'à présent, il n'a jamais été fait état de difficultés particulières. Voilà, c'est la même chose avec le lycée Nicolas Ledoux, où on a connu une période avec des difficultés, notamment à la sortie. Ça fait bien longtemps, en tous les cas, que les choses semblent beaucoup plus calmes. Voilà. Donc, pour autant, la ville s'engage, en contrepartie de cette convention, effectivement, à être à l'écoute et disponible pour
ce collège. C'est ce qui est déjà le cas et c'est ce que nous continuerons à faire. Après, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, la région demande effectivement à ce que nous fassions des efforts, et même plus que des efforts, puisque nous avons des objectifs à remplir. Voilà, et nous les tenons, puisqu'on en a parlé avec l'administration il n'y a pas si longtemps. En fait, nous faisons le maximum pour les remplir. Voilà. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de nombre à vous donner. Je ne sais pas si il ne m'écoutait pas, mais non. On reposera la question plus tard, mais en tous les cas, pour en avoir parlé il n'y a pas si longtemps que cela, nous tenons nos objectifs. Voilà. D'autres questions? N'en vois pas. Qui vote pour? Merci. Adopté. La délibération numéro 11, Sabrina Sayag, vous parlez d'arbres plantés ou à planter et de convention avec la métropole. Merci Monsieur le maire. Donc les services de la ville ont formé une demande de subvention courant 2024 pour la plantation d'arbres isolés sur les voies communales. Donc la plantation de 41 arbres qui ont été abattus, soit malades, soit dangereux. On a eu le résultat cet été, donc on a le maximum du montant de la subvention de la métropole dans le cadre du fonds d'intervention métropolitain, ce qui correspond à 22 170 € hors taxe pour la plantation donc de ces arbres. Et on remercie vraiment et la métropole du Grand Paris et M. Ollier qui vraiment nous aident beaucoup sur ce type d'opération. Voilà, et je rajoutais, parce que on m'en a donné le détail cet après-midi, depuis 2020, nous avons planté ou replanté 321 arbres, voilà, ce qui n'est pas rien, et nous allons poursuivre notre effort. Je rappelle que dans le programme en 2020, on s'était engagé sur 200, donc on est déjà très au-delà. Alors on fera le distinguo entre ceux qu'on a replantés, parce que les arbres étaient malades, et les plantations nouvelles, mais en tous les cas, nous en sommes à 321. Des questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. En fait, c'est l'objet de ma question, c'était, parce que cette subvention, si j'ai bien compris, porte sur le renouvellement, le remplacement d'arbres qui étaient malades, et ma question portait sur la proportion de renouvellement et de nouveaux arbres plantés. Donc peut-être que si on peut avoir à l'occasion un indicateur peut-être plus chiffré, précis. C'est ce que je venais de vous dire. Qui vote pour? Pardon, j'ai pas... C'est ce que je venais de dire. Oui, voilà. Bon, vous ne m'écoutez jamais, monsieur Schleck, c'est déprimant, je me dis. Mais à quoi bon se décarcasser? Vous ne me laissez jamais aller au bout de mes phrases, c'est assez extraordinaire. J'avais pas terminé mon intervention. Ah, il en manquait un bout. Je vous écoute. Il en manquait un petit bout. Oui, parmi ces plantations d'arbres, est-ce qu'il est envisagé des plantations dans le cadre de la végétalisation des cours de récréation, puisque c'est un sujet qui va devenir d'actualité, une réflexion qui s'engage dans de nombreuses communes sur ce sujet. Donc, j'aimerais savoir si c'était le cas au pavillon sous-bois. Voilà, j'ai terminé, monsieur le maire. Merci. Oui, nous allons planter, d'abord, on en a parlé au moment du budget primitif, me semble-t-il, donc vous êtes censé le savoir. Nous avons rencontré une petite difficulté technique, c'est que les entreprises voulaient avoir la garantie absolue qu'il n'y avait pas de réseau passant à l'endroit où, effectivement, nous allons planter ces arbres. Je rappelle que les DICT sont devenus une obligation, je parle plutôt de la voirie, depuis quelques accidents fameux comme celui qui s'était produit à Bondy-Centre. Donc depuis, nous avons l'obligation, avant d'entamer quelques travaux que ce soit sur la chaussée, mais pas seulement sur la chaussée, de donner des plans aux entreprises. Autant sur la chaussée, alors je ne vais pas dire que c'est facile, parce qu'il y a parfois des rues dans lesquelles les plans sont relativement anciens et on peut parfois pas forcément complètement à jour. Dans les cours d'école, c'est encore plus compliqué. Donc nous allons avoir recours à une entreprise spécialisée qui va être capable, avec un outillage particulier, de nous donner la garantie qu'aux endroits où sont prévus de planter ces arbres, effectivement, il n'y a pas de réseau. Voilà. Donc tout ça a un peu retardé, du coup, la plantation qui aurait pu être faite plus tôt sera décalée à cause de cette difficulté technique. Pour autant, quand on parle, alors bien évidemment, alors d'abord quand on regarde les cours d'école, il y a des cours d'école où les arbres se sont bien développés, il y en a
y a certaines cours où il y a des arbres très anciens, il y en a d'autres où on a des arbres plus, j'allais dire, moins développés ou d'une essence qui n'atteindra pas une très grande ampleur, donc tout ça est un peu compliqué. Mais en tous les cas, voilà, nous allons essayer de planter des arbres pour améliorer la situation de ce point de vue-là dans un certain nombre de cours d'école. Voilà. Alors j'en viens associé à cette délibération. Qui vote pour? Adopté. Alors plusieurs délibérations, la 12, la 13, la 14, la 15, dont Annie Gartner va nous parler. Ce sont des conventions avec la CAF pour des subventions pour des travaux dans nos structures. Chaque année, nous avons à peu près un type de délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune a décidé de réaliser divers travaux au multi-accueil à petits pas, notamment la fourniture et pose d'une climatisation. Donc, un dossier de subvention a été adressé à la CAF. Et donc, dans un courrier, la CAF informe la ville qu'elle nous accordait une subvention d'un montant de 5 683,20 € dans le cadre du fonds de modernisation des établissements. Donc, c'est pour ça que nous faisons une convention avec la CAF. La numéro 13. On va peut-être voter celle-là si vous avez des questions sur un petit pas. Monsieur Denis. Je suppose que la subvention ne paye pas la dépense totale. Est-ce que vous avez une idée de la dépense, à peu près le pourcentage de la dépense qui est couvert par la... En général, pour tout type de travaux, la commune doit prendre en charge au minimum 20%. Alors d'autant plus s'il y a des multifinanceurs. On nous demande toujours de financer au moins 20%. Là, c'est grosso modo... Il nous accorde 80%. C'est le cas. 84%. Oui, tout à fait, c'est pour ça. Parce que le total de subvention, c'est à peu près un prix, on arrive à 75 000 €. C'est important. Oui. On prend en charge de ces travaux. Écoutez, vous savez, je crois que la CAF a intérêt, quand on voit les difficultés qu'ont les communes à faire fonctionner les crèches, on ne va pas revenir sur les difficultés de recrutement de personnel, quand on voit le reste à charge global, une structure comme les berceaux de l'Ourcq, c'est un reste à charge pour les villes de 300 000 € par an, hein, grosso modo, tout déduit, c'est-à-dire la participation des familles, les aides de la CAF. Tous les ministres successifs de droite et de gauche ont annoncé des constructions de places de crèches, en oubliant une chose, c'est que les ministres ne construisent strictement rien, que ce sont les communes qui construisent et qu'il faut les y inciter. Je dois vous dire que dans les dernières années, la politique de la CAF a plutôt eu tendance à favoriser, en termes de recettes, plutôt les familles que les collectivités locales. Il y a quelques années, nous étions sur un forfait d'heures pour les parents. On nous a demandé de passer à l'heure, et donc bien évidemment, on perdait des bouts d'heures par-ci, par-là, etc. On nous a demandé de faire du temps partiel, donc aller boucher les créneaux, etc., etc. Enfin, voilà, il y a eu énormément de modifications de règles qui, certes, ont amélioré, entre guillemets, enfin oui, ont amélioré la prise en charge du point de vue des familles, mais du point de vue des collectivités locales, c'est devenu autre chose. Donc, je pense qu'effectivement, la politique de... Enfin, la CAF en est consciente, hein, il va falloir qu'elle fasse des efforts, et surtout qu'elle nous garantisse sur des périodes peut-être plus longues les aides que nous obtenons, parce que dans le passé, la CAF a eu souvent une politique incitative. C'est-à-dire qu'on vous disait, mais ça serait bien si vous faisiez ça, et on va vous aider. Alors on nous aide 1 an, 2 ans, 3 ans, puis la 4e année, l'aide disparaît, mais par contre, l'obligation reste. Bon, tout ça c'est bien, mais dans une période où les choses sont difficiles pour les collectivités locales, eh bien après, le nombre de places de crèches publiques diminue. Enfin, en tous les cas, ne progresse pas, et par rapport aux objectifs annoncés par les ministres, ils ne sont pas atteints. Voilà. Donc, que nous ayons sur ces travaux d'amélioration ou de rénovation 80% de subvention de la CAF, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, cette délibération sur un petit pas, qui vote pour? Merci. Adopté. Les berceaux de l'Ourcq. Alors, les berceaux de l'Ourcq, par
pareil, c'est notamment pour la fourniture et pose de climatisation et reprise du sol souple des circulations et du sol souple de l'aire de jeu extérieur. Donc là, la CAF nous accorde une subvention d'un montant de 20 270,33 €. Question. Qui vote pour? Adopter les moussaillons. Donc les moussaillons, c'est notamment pour la démolition et la mise en conformité des réseaux. Je pense que c'est les OUC, c'est pour les canalisations, oui, c'est oui. ça, ainsi que la motorisation du sol extérieur extérieur dans la section des délais. Donc là, la CAF nous accorde une subvention d'un montant de 43 547,68 € pour les moussaillons. Des questions? Qui vote pour? Adopter la délégation numéro 15, les petits voyageurs. Alors, les petits voyageurs, c'est notamment la modification et réparation des ouvrants dans la section des bébés. Et donc, la CAF nous accorde une subvention de 6 016 €. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopter la délégation numéro 16, une convention bilatérale pour les années 2024-2026 avec ICF Habitat La Sablière. Bon, il s'agit, c'est peut-être la 6e convention que nous vous proposons d'adopter. Donc je rappelle que la loi a changé les règles du jeu en matière d'attribution de logements sociaux et que d'une logique de stock, nous passons à une logique de flux avec la responsabilité pour le bailleur de nous remettre à disposition, quand il lui semble que c'est possible, un nombre de logements correspondant à celui que nous avions en stock dans l'ancien système. Voilà, donc ces conventions sont des conventions, quasiment des conventions types, qui ont été négociées par l'État et les bailleurs sociaux, et on les décline commune par commune. Et donc, on vous en avait déjà proposé. Il y en aura encore peut-être 2 ou 3 à signer. Nous sommes presque à la fin. Alors, ICF, La Sablière, des questions? Il n'y a pas de vraiment de changement d'un bailleur à l'autre, honnêtement. Pas vraiment de changement. Donc, qui vote pour? Adopter. Merci. La même chose avec... Ah non, pardon, pas du tout. Une convention de partenariat, mais pourquoi ça aurait pu être Yvon Anachkov qui aurait pu rapporter cette délibération, mais comme on ne lui a pas demandé, je vais le faire. Une convention de partenariat concernant l'intervention et la circulation des polymulsiers municipaux de la commune des Pavillons-sous-Bois sur le réseau Île-de-France Mobilité exploité par les RATP. Voilà, donc ça sera l'autorisation donnée à nos policiers municipaux de monter dans le bus, non pas pour aller se promener, mais en cas de nécessité en termes de sécurité. Donc si jamais il y avait un incident aussi pour une raison quelconque, ils avaient besoin d'intervenir dans un bus circulant au Pavillon-sous-Bois, cette convention les y autorise. Voilà, ils sont priés de descendre au dernier arrêt, avant la limite communale. Et oui, mais c'est pas forcément facile. Oui. J'espère que personne ne sera suffisamment à cheval sur le règlement pour leur demander de sauter en marche entre 2 arrêts. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Denis? Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'une convention pour nouvelle, puisqu'il me semble que le Code des transports permettait déjà, me semble-t-il, l'intervention des policiers municipaux dans justement, par exemple, le bus, dans les bus. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir cette convention? Juridiquement, juridiquement, il est préférable de la signer. Enfin, je ne sais même pas si c'est pour une obligation. On dit que non. On pourrait presque vérifier, mais on nous a proposé de la signer en disant que ça nous couvrait juridiquement en cas de problème. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous ne la signerions pas. Franchement, il n'y a rien qui me semble s'y opposer. Bien au contraire, ça nous sécurise juridiquement et les policiers municipaux en cas d'intervention. Donc, faisons-le, faisons-le. D'autres questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopter.
La délibération numéro 18, Annie Garter, on parle d'une convention de partenariat entre la ville des Pavillons et France Alzheimer, Seine-Saint-Denis, portant charte ville aidante Alzheimer. Merci, monsieur le maire. Donc, France Alzheimer et maladies apparentées est une association qui s'engage depuis plus de 30 ans aux côtés des familles, des professionnels de santé, du secteur médico-social, des chercheurs, des acteurs institutionnels pour optimiser à court terme la prise en soin et améliorer à long terme la lutte contre Alzheimer et ses maladies apparentées. Donc la ville des Pavillons et l'association France Alzheimer 93 travaillent ensemble depuis 1990. Le renforcement du partenariat entre la ville et l'association à travers l'adhésion à la charte ville aidante répond à une volonté de la ville de favoriser davantage l'inclusion des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée au sein de la commune. Par ce partenariat, la ville souhaite également faciliter l'accès aux informations pour aider les familles à mieux comprendre les conséquences des maladies neurodégénératives. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention du partenariat. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté. Ensuite, Marc Sujol pour une convention particulière pour la création, l'entretien, l'exploitation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, dite IRV 6, face aux 2 avenue Gérard Leclerc. Merci. Comme vu en commission, il s'agit de l'installation d'une 8e borne, puisqu'elle marche par 2. Je vous rappelle que les autres bornes de rechargement électrique sont place de la mairie, président Wilson et derrière le prix. Comment? Oui, place de la Libération. Et nous en avions demandé 2 autres, et une notamment à Vazoche qui n'ont pas été acceptées, et une qui sera à Général Leclerc. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Serge, juste pour préciser, puisqu'on parle des bornes d'électricité, le CIGEP couvre une population de 5 millions 9, c'est le premier réseau en Ile-de-France en dehors de la ville de Paris. Nous avons 1075 bornes à l'heure actuelle, et ça couvre 104 communes situées sur les 7 départements d'Ile-de-France. Voilà. Alors, si, chose importante, il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement, ni une carte CIGEP, il suffit de payer avec une carte de crédit normale. Parce que beaucoup d'opérateurs demandent un abonnement et il faut la carte qui limite les déplacements. Et là, ça permet d'avoir un réseau assez fluide sur une distance assez importante. Merci de ces précisions. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Pour l'instant, c'est un sans faute, j'allais dire. Pour nous. La délibération numéro 20, qui est... Comment? La convention entre la région Île-de-France et la ville des Pavillons relative à l'attribution des tickets loisirs utilisables dans les îles de loisirs de la région. Johan Nonotte. Non, eh bien écoutez, ça n'est pas ma soirée, manifestement. Alors, c'est une convention avec la région Île-de-France, comme son nom l'indique. La région nous propose d'avoir un accès à prix sympathique aux bases de loisirs qu'elle gère ou qu'elle subventionne. Et donc, au travers de cette délibération, nous pourrons obtenir ces tickets loisirs utilisables dans les bases de loisirs en question. Voilà. Donc, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à la signer. Des questions? Je vous en prie, Mme Lebar.
Oui, on a complètement oublié d'évoquer cette convention lors de la commission. Qu'est-ce que vous avez fait On a fait plein de choses, on a travaillé, mais on n'a pas fait ça. Et je dois dire que je ne la comprends pas très bien, moi, cette convention. Donc j'espérais avoir des renseignements sur ces tickets loisirs, à quoi ils donnent droit exactement. Parce que... À l'entrée aux bases de loisirs. Et donc on va pouvoir payer... En fait, la région nous remet des tickets que nous pourrons utiliser pour entrer dans ces bases de loisirs. Alors au lieu de nous donner une subvention, j'allais dire, pour financer l'achat de tickets, ils nous donnent les tickets. Voilà. Bon, même pour des séjours d'une semaine. Non, les bases de loisirs, c'est pas du camp. C'est ce qui est évoqué dans la convention, hein, je vous jure. En tous les cas, pour nous, non. Il s'agit de nos accueils de loisirs le mercredi ou pendant les vacances. On n'a pas jamais eu le projet de les envoyer. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être qu'il y a des bases où il y a des campings, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça n'est pas l'intention de la ville. Donc c'est... Pour nous, c'est à la journée. Même si d'autres possibilités existent, nous, c'est l'option à la journée. Bon. Voilà. Je vous assure que c'est pas clair. Hein. Bon. Et la deuxième question que je me posais, c'est comment on attribue ces tickets loisirs? Ça sera on ne va pas les distribuer en ville, ça sera nos centres de loisirs et ASL peut-être pour les ados. Hein, donc bon, c'est pas du tout... Mais relisez-la attentivement, je trouve quand même... c'est une convention type de la région, donc si vous voulez, Alors effectivement, il y a toutes les... Ça n'est pas une garantie, pas plus que celle relue par l'État, je vous l'accorde, ou relue par la ville. Mais donc dans la convention, vous avez tout ce que la région offre, mais pour nous, effectivement, ce sont des séjours d'une journée, des déplacements d'une journée ou des sorties d'une journée, appelez ça comme vous voulez, pour nos centres de loisirs ou ASL. Oui, c'est 11-17, donc c'est plutôt ASL. Voilà. Voilà, donc il est bien précisé à l'article 6 que les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués à des particuliers pour un usage individuel. C'est vraiment une possibilité que nous offre la région. D'autres questions? Monsieur Denis. Vous avez en partie répondu. Moi, je m'interrogeais sur comment on allait les attribuer, parce qu'on a eu la même difficulté cet été, monsieur Nenotte, avec, je ne sais plus, des billets que vous aviez pour les Jeux Olympiques, et comment on pouvait faire... strictement rien à voir. Non, mais on avait la question de l'attribution, la distribution, comment on passait par quelle structure. On avait longuement parlé à cette époque-là en commission. Là, on est un peu dans le problème, non? Je ne sais pas. Non, au niveau de l'attribution, c'est simple, les tickets sont surtout utilisés pour le centre de loisirs. Donc ils font des groupes pour pouvoir aller au centre de loisirs pendant la structure ASL. Voilà, pendant une demi-journée ou une journée complète, ils vont sur le centre de loisirs et utilisent simplement ces tickets. Voilà, ça à la base de loisirs. Aussi simple, à la base de loisirs, voilà. Le centre, c'est encore... Oui, pardon. Mais bon, voilà, ça reste très simple finalement. Mais c'est très compliqué, mais la façon très simple. Ben voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ceci étant dit, je veux revenir sur les billets des Jeux Olympiques. Nous n'avons jamais été, entre guillemets, embêtés par la distribution en tant que telle des billets pour les Jeux Olympiques. Nous n'avions pas de billets à distribuer à des particuliers. On nous avait donné la possibilité pour les clubs sportifs, effectivement, de les désigner comme étant les bénéficiaires de ces billets. Ce qui était très compliqué derrière, c'était toute la procédure, mais pas la nôtre, pas pour sélectionner les clubs à qui nous allions proposer ces billets. C'était après la procédure pour s'inscrire avec une personne clairement identifiée qui devait en emmener 4 autres, etc., etc. Et tout ça, c'était la mécanique vue par le COJO, le ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité, etc. Mais nous n'avons jamais eu, entre guillemets, de difficultés parce que nous n'avions pas de tickets à distribuer à des particuliers. On n'a pas fait de tirage au sort ni quoi que ce soit. Ce sont les clubs sportifs qui en ont bénéficié. Voilà, ceci étant dit, je me vois cette délibération numéro 20. Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la 21 est retirée. Alors,
j'ai 2 fois la 20 et 2 fois la 21. C'est pour m'embrouiller. Peut-être que c'était celle de Johan Menotte, c'est bien possible. Oui, je pense que je les ai en double dans le... La délibération, donc numéro 22, remboursement des participations des familles suite à l'élimination de 2 classes transplantées. Katia Copy. Merci, monsieur le maire. Eh bien, tous les ans, des classes transplantées partent dans toutes les écoles élémentaires de la ville. Et cette année, pour la première fois, nous avons 2 classes transplantées. Une qui devait aller à Saint-Hilaire-de-Riez et l'autre qui devait aller à Dieppe, n'ont pas pu partir compte tenu du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'enfants. Alors, ce n'est pas une question financière, parce que là-dessus, notre maire fait très attention aux populations en difficulté et il aurait pu y avoir des gratuités. C'est tout simplement des familles qui ont dit oui dès le départ et puis qui, en cours de route, ont dit non, l'enfant n'a pas envie d'y aller, tout simplement. J'en ai parlé avec une des directrices et elle me dit elle-même avoir appelé les familles et les parents disaient non, il n'a pas envie d'y aller, etc. Donc, moralité, pour ces 2 classes, il y a la moitié des enfants seulement qui auraient pu partir sur la totalité. Et l'inspectrice a donc décidé d'annuler ces départs de classes transplantées. Et par contre, pour les personnes qui étaient d'accord, qui avaient accepté que leurs enfants partent, une somme avait été donnée et on la rembourse tout simplement. Et ça monte à peu près à 2000, attendez que je vous dise, à 2176 €. Il y a 25 familles qui sont concernées, qui seront remboursées. Voilà, tout simplement. Avec beaucoup de regrets. Voilà, c'est une vraie difficulté pour nous, hein, parce que c'est un phénomène assez nouveau. Jusqu'à il y a encore peu de temps, on avait parfois 1 ou 2 gamins qui ne partaient pas parce que les parents ne voulaient pas non plus. Je pense de mémoire que ça ne s'est jamais produit pour des raisons financières. Là, on est sur un autre sujet, et malheureusement, il y a de plus en plus de familles qui refusent que leurs gamins partent en classe de découverte. Alors ça nous pose un vrai problème parce que les enseignants montent le projet, nous, on lance les appels d'offres pour sélectionner les organismes qui vont effectivement nous proposer des séjours. On réserve les séjours et puis on s'aperçoit parfois, 1 mois avant le départ, qu'il n'y a pas assez de gamins, que l'inspectrice de l'éducation nationale, du coup, refuse le départ de la classe. Et donc nous sommes engagés auprès de l'organisme, nous avons versé des arts. On est obligé d'expliquer à l'organisme, alors d'abord on perd financièrement ce qu'on a versé, on est obligé d'expliquer à l'organisme que ça n'est pas possible, ce qui finira par nous poser des problèmes à la longue, parce qu'il y a des organismes qui ne répondront plus à nos appels d'offres si on leur fait trop souvent le coup de réserver et de ne pas y aller. Parce que quand il ne leur reste plus qu'1 mois pour trouver, entre guillemets, une classe de remplacement, j'imagine que pour eux c'est très compliqué aussi, et que ça n'est pas le dédommagement des arts versés par la ville qui compense la perte de chiffre d'affaires et même de bénéfices sur le séjour. Donc nous avons évoqué ces difficultés avec directeurs et directrices d'école. Il va falloir qu'on change notre pratique et qu'on s'assure assez vite de la faisabilité réelle du séjour. Sinon, on aura des difficultés. Oui, enfin, on dit c'est les enfants, etc. Et je pense que parfois les parents disent c'est le gamin qui veut pas y aller, mais bon. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont peut-être liées à l'actualité, à beaucoup de choses. Mais en tous les cas, c'est une vraie difficulté. Voilà. Donc là, quoi qu'il en soit, la délibération propose tout simplement de rembourser les familles de leur participation. Les questions? Qui vote pour? Adopté. La désignation des représentants de la ville au conseil d'administration de la mission locale. Alors, c'est Mamadou Massilan Diallo qui nous en parle. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, il est question de la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de la mission locale de Gagny-Villemande, les Pavillons-sous-Bois. Pour rappel, monsieur le maire est le nouveau président de la mission locale des 3 villes. Actuellement, on dispose de 2 personnes qui sont nommées pour la commune des Pavillons-sous-Bois, moi-même et madame Chantal Trottet.
Donc il est demandé, afin d'équilibrer le nombre de votants au sein de notre instance, de désigner les 3 représentants du conseil municipal au conseil d'administration de la mission locale des 3 villes, considérant que suite à la reprise de la présidence de la mission locale de Gagny, Villemomble et Pavillon-sous-Bois par Monsieur le maire, il convient de désigner 3 représentants du conseil municipal au conseil d'administration de la mission locale. Donc après en avoir délibéré, procède à la désignation de ces 3 personnes, en l'occurrence Madame Chantal Trottet, Mamadou Massinanké-Diallo et Madame Patricia Corne. Alors, je suis quand même obligé de rectifier un peu parce que le fait qu'on désigne une 3e personne n'a strictement rien à voir avec le fait que j'assume la présidence de manière temporaire, parce que les 3 maires tournent sur la présidence tous les 2 ans. Mais c'est parce que la mission locale avait changé ses statuts il y a quelques années en faisant passer le nombre de représentants par ville de 2 à 3, en plus du maire, et que la ville des Pavillons-sous-Bois ne l'avait pas fait, que nous rattrapons ce retard dans la désignation. Mais si ça avait été le maire de Villemomble ou le maire de Gagny qui présidait en ce moment, c'était exactement la même chose. Absolument. Voilà, qui vote pour? Qui s'abstient? Adopté. Approbation de règlement intérieur des parquets, jardins, squares et promenades de la commune des Pavillons-sous-Bois. Sabrina Sayar. Oui, merci Monsieur le maire. On s'est rendu compte effectivement que nous n'avions pas de règlement intérieur sur nos parcs, jardins, squares et promenades. On a voulu un petit peu mettre les choses à plat et donc adopter ce règlement intérieur suite effectivement à pas mal d'incivilités qu'on peut avoir sur ces espaces verts. Donc voilà, vous avez le règlement. Ça ne change rien aux horaires, hein, les squares clos, c'est les horaires de 8h à 19h. Voilà. Des questions? Madame Lebar. Merci Monsieur le maire. 2 questions. L'article 7, est-ce que c'est vraiment utile d'autoriser l'accès de ces parcs qui sont quand même pas très grands et qui sont quand même très fréquentés aux chiens, à la fois pour des raisons de sécurité et des raisons d'hygiène? Moi je serais opposé à l'ouverture de ces parcs aux chiens. Et la deuxième question concerne l'article 11. Sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif tels que ceux produits par les cris, l'usage d'instruments de musique, etc. Moi j'interdirais ça aussi très clairement. Parce que ça va poser des problèmes entre les gens, il y en a un qui va arriver avec sa radio, qui va la mettre, et l'autre évidemment c'est trop Fort, enfin bon, on interdit et puis c'est tout. Madame Lebar, effectivement c'est interdit. On a été amené à l'interdire parce que certains venaient avec leur radio et mettaient le son à fond. Donc là c'est écrit à l'article 11, hein, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, nanana. Et vous avez le 2e tiret, l'usage d'instruments de musique, appareils, etc., etc. Donc ça effectivement on l'interdit et c'est maintenant inscrit. Pardon, vous interdisez les bruits gênants générés par ça. Vous n'interdisez pas l'appareil lui-même. Si, tout appareil à diffusion sonore. Non, les bruits gênants par leur intensité. L'usage des postes récepteurs de radiodiffusion. Non, je suis désolée, mais vous n'interdisez pas les appareils. Vous interdisez les bruits gênants produits par ces appareils. Un bruit gênant, ça va apporter à des discussions sans fin. Je lis, l'usage de postes récepteurs de radio ou de télévision de tout appareil à diffusion sonore, sauf à être utilisé exclusivement avec des écouteurs. Je dois dire que je partage plutôt l'avis de Madame Lebar. À partir du moment où vous avez un chapeau qui dit « sont interdits les bruits gênants par leur intensité, etc. » Non, mais les bruits gênants tels que, par définition, un poste radio en sourdine n'émet pas un bruit gênant. Donc soit on interdit l'appareil et le problème est réglé, il n'y a pas de question d'intensité du bruit, soit si on se lance dans ce type d'énumération, il va falloir expliquer à partir de combien de décibels c'est gênant. Alors, il me semble plus compliqué. Alors on peut modifier ce paragraphe, ce tiret, si vous le souhaitez. Eh bien vous mettez sont interdits 2 points. Oui, on
peut modifier ce paragraphe en ce sens. Alors par contre, pour les chiens, j'ai pas bien suivi, parce que moi je lis que les chiens peuvent pénétrer et circuler sous certaines conditions. Ils peuvent traverser. Ils peuvent traverser un parc. Tenus en laisse. Tenus en laisse, ils peuvent traverser. Hein. D'un bout à l'autre du Square Münster-Maifeld, je vois pas comment. Enfin, Comment ils peuvent traverser en plusieurs jours aussi. Hein. Non mais ils peuvent traverser, passer d'un point à l'autre du square avec un chien tenu en laisse, je trouve ça pas spécialement gênant. Effectivement, ce qui est plus embêtant, c'est quand le chien est en liberté, même un petit chien. Voilà. Et ça, on l'a vu. Hein. Enfin, j'ai à nouveau à peu près la même appréciation que Mme Levard. Ils peuvent pénétrer et circuler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une grand-mère qui vient avec son caniche attaché, elle s'assoit sur une chaise, elle reste là, et le caniche est à ses pieds, interdit, autorisé. C'est bien ça. C'est bien ça. On va traverser en plusieurs jours. L'idée, c'est qu'il puisse traverser. Enfin, c'est pas trop. Enfin, voilà, après, c'est du bon sens. Un règlement, il ne faut pas qu'il y ait de bon sens, parce que. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on soit plus sévère et qu'on modifie cet article? Ça a été un débat hein, entre nous. Hein. Ça a été un débat. Et qu'est-ce que ça veut dire dans certains espaces verts? Mais parce que comment il y a des espaces verts ouverts. Hein. Il y a aussi d'abord du canal de l'Ourcq. Il y a des espaces verts clos et des espaces verts ouverts. Mais oui, mais si ça n'est pas détaillé, si vous ne catégorisez pas vos espaces verts en tête du règlement, si vous ne faites pas référence à la catégorie de l'espace vert pour appliquer des règles différentes, vous êtes effectivement obligé d'avoir des formulations qui sont... Bah oui, mais il y a un règlement... Il y a des espaces verts clos et des espaces ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a clos, pas de chien. Ben, c'est ce que je dis. Bon, écoutez, je vous propose qu'on retire la délibération et qu'on y revienne après avoir repensé un peu la catégorisation de nos espaces verts avec un règlement adapté peut-être à chaque catégorie. Parce que sinon, on va avoir des difficultés à faire respecter le règlement. Ah oui, alors je me reprends parce qu'il y avait bien les squares clos, les espaces verts ouverts et les aires collectives. Sauf qu'après, on n'y fait pas référence. Donc ça va pas. On les a bien catégorisés en tête de règlement, mais après, on dit peuvent pénétrer, circuler dans certains espaces verts. Bah lesquels? Il faut les nommer. Bon, on retire et on représentera. Alors ensuite, délibération numéro 25, création d'emplois et mise à jour du tableau des emplois et des effectifs. Ah pardon. Il me semble que le chapitre 3, là, une phrase du chapitre 3 est contradictoire avec la délibération. Non, mais on reprend, on enlève, oui, et puis... C'est bien que... Oui, on va pas faire le travail ici. Excusez-moi, c'est quand on met les horaires de 8h à 19h tous les jours de l'année, il me semble que cette phrase est contradictoire avec ce que vous proposez dans une autre délib. Donc il faudrait revoir cette phrase. Enfin, on va parler des horaires des agents, mais je pense que la délibération est retirée, il faut la reprendre. Voilà. Alors, une délibération avec la création d'emplois et la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs. Il s'agit de la création d'un poste ingénieur bâtiment. Je vous ai indiqué qu'il arrivait très prochainement. Et puis, il y a la volonté de la ville de séparer en deux l'encadrement des agents de sécurité avec d'un côté ceux de l'espace des arts et de l'autre côté ceux du parking de la gare de Gargan. Nous avions mis tout cela sous un même chapeau, mais pour des raisons pratiques, nous allons scinder. Scindons. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je redis que nous avions l'avis unanime du CST sur le sujet. La délibération numéro 26, l'actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujets. J'ai demandé s'il y avait des gens. Non, s'il y avait des questions, il n'y en avait pas, donc vous votez pour.
Non, moi je m'abstiens. Ah ben, abstenez pas. On s'abstient. Eh ben, 3 abstentions. Les autres votent 4. Alors, avec le pouvoir. Pour ce qui est de l'actualisation, mais alors vous ne voulez pas qu'on crée le poste d'ingénieur et vous ne voulez pas. Non. Écoutez, c'est tant pis. L'actualisation du RIFSEP, je vais faire court. J'utilise l'acronyme, vous avez l'appellation complète. Donc en fait, il s'agit de mettre à jour ce régime indemnitaire et de revenir, je ne vais pas dire non pas sur une erreur, mais de changer une disposition qui va nous permettre, pour pouvoir recruter mieux et plus facilement, nous allons intégrer les attachés de la filière administrative en ajoutant la fonction de directeur dans le groupe 2, direction générale adjointe des services et responsable de plusieurs services. Bon, vous avez en mairie des postes avec des directions d'un seul service qui n'étaient pas traités en matière de régime indemnitaire de la même manière qu'un responsable de plusieurs services ou de direction ou le directeur général adjoint. Voilà. Donc on propose d'intégrer ces directions de service dans la même catégorie, ce qui permettra au moment de recrutement d'offrir un meilleur régime indemnitaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Alors, la définition des cycles de travail des agents des services municipaux. Donc, je vous l'avais dit, il y a déjà une erreur matérielle à rectifier dans cette délibération. Il s'agit des gardiens du stade où il est fait référence à leur horaire de fin de service de 18h45. Il faut le remplacer par 21h45. Parce que c'est bien 21h45. Et pour la modification à prendre en compte, il s'agit du décalage des horaires des gardiens de square, puisque, et ça, nous avons bien été obligés de le constater, nous avons de plus en plus de difficultés avec des usagers du square. Alors bien évidemment, ce sont souvent des jeunes qui sortent de l'école, souvent sans parents, parfois avec parents qui les laissent faire absolument tout et n'importe quoi. Alors soit jouer au foot sur les plates-bandes, enfin voilà, monter sur les squares destinés aux petits quand on a 10, 11, 12 ou 13 ans, enfin, etc., etc. Donc bien évidemment que tous ces incidents se produisent plutôt en fin d'après-midi, et donc il a été proposé de décaler d'une heure l'horaire des gardiens de square. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, M. Denis? Oui, je trouve que pour la période estivale, l'ouverture est assez limitée. J'ai bien compris qu'il y a un problème, je pose une question par rapport au temps de service des agents. Mais je trouve que commencer qu'à 10h30 en période estivale, avec une pause déjeuner et fermer à 19h, ça laisse quand même une occupation des lieux assez limitée en période estivale. Et sachant que notre ville n'a pas un nombre très important d'espaces publics, et vous n'en citez que 3 dans la délibération. Donc nous serions pour une ouverture avant 10h30 et une fermeture après 19h. Mais si vous aviez bien lu la délibération, vous vous seriez rendu compte qu'il ne s'agit pas des horaires d'ouverture des squares, mais de l'amplitude horaire de travail des gardiens. Oui. C'était inscrit dans le projet. Mais c'est décoré. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer, mes enfants. Les squares ouvrent beaucoup plus tôt, bien évidemment, et qui ne ferment pas entre midi et 2, bien évidemment. Et nous avons... Et donc ça, c'est un sujet. Nous ne changeons pas les horaires d'ouverture des squares. Ils resteront ceux qu'ils sont, et je pense qu'ils satisfont les usagers. Là, nous parlons de l'amplitude horaire des gardiens. Et bien évidemment, il n'est pas possible aujourd'hui budgétairement d'avoir un nombre de gardiens de square qui permettent de couvrir l'amplitude horaire complète 365 jours par an. Non, ça, je suis désolé, c'est budgétairement impossible. Mais en tous les cas, vous vous trompez de débat. Là, il s'agit de l'amplitude horaire des gardiens de square. Les squares sont ouverts avant, effectivement, même s'il n'y a pas de présence du gardien. Et quand le gardien fait une pause, on ne ferme pas le square. Il reste ouvert. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Hein. Voilà. Monsieur Schleck.
Oui, merci. Je voulais faire une observation par rapport à la délibération qui a été retirée sur le règlement intérieur des parcs, et où apparaît les horaires qui ont été indiqués par M. Denis, c'est-à-dire 10h30 le matin et 19h le soir. Ça apparaissait dans le règlement intérieur. Si c'est pas dans le règlement intérieur, c'est une ânerie. Mais en tous les cas, Parfait, merci. Non, mais moi, je ne sais pas, mais enfin, Sabrina Saïg va nous le dire, mais en tous les cas, les squares... Comment 8h, 19h, enfin l'ouverture des parcs. Donc moi, je ne sais pas d'où sortent ces horaires, mais c'est écrit, donc il n'y avait pas d'ânerie dans le règlement. Alors, vous lirez mieux, M. Schleck. Non, mais sur 19h, la remarque de M. Denis est tout à fait recevable, de dire on trouve qu'en période estivale, fermer ces espaces qui peuvent être des espaces, devenir des espaces un peu de fraîcheur en début de soirée, il pourrait être intéressant de réfléchir à les fermer un peu plus tard. Donc la remarque de M. Denis me semble une proposition intéressante à étudier. Voilà. Donc acte sur l'ouverture à 8h du matin. Vous pourrez trouver la fraîcheur le matin. Voilà. Donc, je le redis, cette délibération n'a strictement rien à voir avec les horaires d'ouverture des squares. Il s'agit de l'amplitude horaire des personnels de la ville. Des questions, non, c'est fait. Je mets aux voix, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, adopté. Enfin, la dernière délibération, donc je ne vais pas y revenir parce que je pense que je vous ai tout dit en préambule de cette affaire d'enquête publique. Bon voilà, je trouve un peu sidérant qu'on n'ait pas été contacté, en amont d'ailleurs, franchement, au moment où le tracé a été élaboré. Enfin franchement j'ai du mal à comprendre, mais je ne manquerai pas d'interroger mon collègue de Bondy parce que, bon, alors bien sûr c'est la Société des Grands Projets, ancienne Société du Grand Paris, qui a la main sur cette affaire, qui fait les propositions en dialoguant avec les collectivités locales. Là, concernant un tracé qui passe par notre commune, n'avoir jamais été associé en amont et découvrir quasiment par hasard que l'enquête publique complémentaire a lieu, ça je dois dire que je n'imaginais pas que ça soit possible. Voilà. Donc j'ai envie de dire, raison de plus pour que nous essayions de l'adopter à l'unanimité pour donner encore plus de force à cet avis qui est un avis clairement négatif. Alors on ne va pas l'intituler note d'information, c'est l'avis des pavillons sous bois qui sera inscrit à l'enquête publique ou avis du conseil municipal des pavillons sous bois. Alors, ceci dit, est-ce que vous avez des questions ou des remarques, M. Schleck? Oui, merci. Donc, je voulais faire une remarque. Est-ce que la commune de Villemont va émettre le même type de vœux, puisqu'ils sont, me semble-t-il, concernés sur l'avenue Franklin Mais je n'en ai strictement aucune idée. Enfin honnêtement, j'ai envie de dire j'imagine, mais je n'en sais rien. Oui, enfin, donc c'est pour savoir si vous étiez en contact avec votre collègue de Villemont sur ce sujet. Voilà. Et puis, est-ce qu'il est peut-être prévu une information sous une forme ou sous une autre, peut-être des riverains de ce quartier qui pourraient se rendre à l'enquête publique? En tous les cas, sur le site de la ville, oui. Voilà, c'est intéressant de faire une information à chaque fois. Je vous le dis, il m'a semblé le plus efficace. On a informé le conseil d'administration de Tabarly, les parents d'élèves de Fischer-Brosseau, donc on peut considérer que déjà beaucoup de ceux qui habitent le quartier, et notamment ceux qui ont des enfants, seront informés. Voilà, donc sur le contenu de cet avis, plutôt, est-ce que vous avez des... Bon, en tous les cas, on dit clairement notre opposition à ce tracé, qui en plus représente un détour assez incroyable, puisqu'il s'agit d'aller chercher la RN3 en passant par des rues parfois étroites, très encombrées. Franklin, alors il tourne juste avant la limite des pavillons sous bois, mais pour autant, c'est vraiment une drôle de surprise. Et alors, je dois vous dire qu'il y a une autre inquiétude, c'est qu'il devait y avoir sur le fameux triangle à Bondy, où les gens ont été expropriés, une centrale à béton qui n'y sera pas. Parce que la crèche départementale est juste à côté. Je n'ai pas compris par où le chantier sera alimenté en béton. Si jamais il s'agissait, par-dessus le marché, de faire
arriver des norias de toupie pour alimenter en béton le chantier, j'ose espérer qu'elles n'emprunteront pas ou qu'elles n'emprunteraient pas le chemin retour. Enfin, vous voyez un peu ce que ça pourrait donner. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Voilà, donc on l'a mis dans l'avant-dernier paragraphe parce que c'est vraiment une question qui se pose. Des questions? Pas de questions? Non? Je mets aux voix cet avis de l'avis des pavillons sous bois sur ce sujet. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. J'avais deux questions. Alors, le projet de la Bazoche, le rendu de la SPL. Je n'ai pas le dernier rendu de la SPL, mais les choses avancent. Donc je vous rappelle que le déficit potentiel de l'opération, 1,5 million. Nous avons reçu, ça devait être au mois de juillet, je vous avais dit qu'on allait recevoir tout d'abord la foncière de la métropole, alors qui, elle, nous a répondu qu'elle n'intervenait pas dans ce cas-là, puisqu'elle intervient pour faire l'acquisition de murs ou de fonds de commerce, mais pas dans des opérations de réaménagement. Et donc nous allons, dans un deuxième temps, le rendez-vous est pris, rencontrer la métropole du Grand Paris qui, elle, finance les opérations de réaménagement des centres-villes et notamment la partie commerce. J'en ai glissé deux mots à l'oreille de Patrick Ollier parce que je l'ai croisé la semaine dernière en lui disant qu'on avait 1,5 million de déficit et il a prêté une oreille attentive et j'espère bien que nous pourrons réduire cette somme de manière significative grâce à une subvention de la métropole. Voilà, dès que j'aurai plus d'informations, je reviens vers vous. Ensuite, la police municipale et les effectifs. Eh bien, écoutez, les ASVP sont au complet. Le personnel administratif de la police municipale est au complet. Pour les policiers municipaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 20 à l'effectif, on est à 11 en octobre, on sera à 12 au mois de novembre. Et nous avons d'autres... Enfin, nous avons service... du personnel, la responsable de la police municipale, Yvon Alatchkov, ont des rendez-vous avec des candidats qui postulent. Voilà. Faudrait-il encore, effectivement, quand on en recrute deux, qu'il n'y en ait pas un qui parte, parce que ça ralentit le rythme. Voilà où nous en sommes. Voilà. Donc quand j'entends parfois dire que... Enfin, voilà. Donc sur 20, 31, sur les 32 personnes qui travaillent en sécurité publique au pavillon sous bois, nous en avons 24 à l'effectif. Bon, il nous manque effectivement 8 policiers municipaux. Voilà. Maintenant, c'est pas le désert non plus, contrairement à ce que j'entends, ce que je lis. On en lit tellement. Voilà. Et en tous les cas, en matière de vidéosurveillance, il y a du monde en permanence très tard le soir et tous les jours. Et ça marche bien. On vous redonnera du détail sur certains dossiers. Voilà. Ben écoutez, c'est déjà pas mal. L'ordre du jour est épuisé. Prochaine séance du Conseil le 4 novembre pour le budget supplémentaire. C'est bien ça? Serge Carbonel a l'air de douter. 4 novembre, budget supplémentaire. Je vous remercie. Bonne soirée.